Bonjour Damien. Bonjour. Damien, donc je suis ravi de te recevoir, pour cet épisode anniversaire, 50e épisode de Comptoir IA. Quelle chance d'avoir Damien Lucas, donc le CEO de Scaleway sur le podcast. Donc c'est vraiment génial. Damien, j'ai eu la chance de te croiser à ce superbe événement AI Pulse il y a une semaine. Hem, Depuis, il s'est passé pas mal de choses, on va revenir dessus. Toi, tu es le CEO donc de Scaleway. Avant donc tu as travaillé donc chez, Athème, et chez Anevia. J'ai vu que tu étais même, un historique de VLC, si je me trompe pas. C'est ça, au tout début de S l'ULC. C'était mon projet d'étudiant. Et écoute, ça c'était après moi j'ai quand même 42 ans et tout ça, mais c'est vrai que c'est un projet mythique, dans la tech française et en tout cas moi je l'utilise encore, je l'ai encore sur mon ordi VLC. Un des premiers grands projets open source français, et on reviendra sur la notion, d'open source, je pense, pendant notre échange. Évidemment. Donc Damien, comme je le disais, je suis trop content de te recevoir. On va parler de Scaleway, de toutes ces initiatives. Mais, avant tout, Damien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment depuis un an? Parce qu'on est aussi le 29 novembre, c'est aussi l'anniversaire du lancement de ChatGPT, donc c'est un double anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année avec l'IA générative et comment ça a impacté ton business? Alors c'est sûr que ça a été une année, pour le moins chargée, pour le moins pleine de rebondissements dans le domaine, de l'AI, du generative AI comme on dit. Hem, Rappelons d'abord donc l'intelligence artificielle, ça fait des années. Au début, on ne savait pas trop quoi qualifier d'intelligence artificielle. Le moindre script était potentiellement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Bien on sûr. arrive avec, depuis ChatGPT, une nouvelle forme. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative. Mmh. Et ça bouleverse un petit peu tout parce que ça rend l'intelligence artificielle utilisable par le plus grand nombre et dans des domaines insoupçonnés, puisque tout d'un coup, tout est possible, et l'intelligence artificielle, surtout, devient accessible en langage naturel. Là où jusqu'à présent, l'intelligence artificielle était réservée à quelques spécialistes qui étaient en mesure de pouvoir coder, utiliser, structurer la donnée, etc., etc., on Ouais. arrive avec notamment l'essor des chatbots qui Mmh. sont capables de répondre à des questions. Alors, Ouais. ça a un côté magique. Et ce côté magique, effectivement, provoque un engouement. Je parle des chatbots, on sait aussi, depuis un peu moins d'un an, mais générer des images. Alors Ouais. ça aussi, c'est un côté magique. On n'a plus besoin de savoir dessiner, on n'a plus besoin de savoir peindre. Il suffit de savoir décrire encore une fois en langage naturel, une image, et elle apparaît à l'écran. C'est absolument magique. Donc un engouement incroyable, un nombre de startups de plus en plus, enfin un nombre colossal, hein, des investissements colossaux et une dynamique jamais vue. Xavier Niel parlait de la révolution de l'intelligence artificielle comme étant une des révolutions technologiques qu'on pourrait comparer à la révolution de l'arrivée d'Internet. Je Ouais. pense que cette comparaison, il faut la garder en tête. C'est une vraie Mmh. rupture technologique. Et je pense que c'est ça auquel on est en train d'assister aujourd'hui. De la même manière que ça paraissait magique et incroyable de se dire qu'on allait pouvoir échanger en temps réel avec l'autre bout du monde des emails, des pages web, etc. Quand Internet est arrivé et s'est démocratisé et est devenu petit à petit disponible dans tous les foyers français, euh, ben, on vit le même genre de révolution. Extraordinaire, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est génial, c'est tu l'as dit, elle est démocratisée, cette révolution. Tout le monde peut y accéder. On est passé un peu peut-être d'une IA de classification, moi je dis souvent ou qui était pas forcément accessible avant à tout le monde, mais plutôt donc à des informaticiens, des data scientists et aujourd'hui à cette IA générative. Heu et peut-être que l'étape d'après là, qu'on voit poindre, ce serait une IA, interactive aussi un petit peu avec les agents? Oui, c'est probablement l'étape d'après.
Alors moi, je suis pas, je sais pas prédire l'avenir et je crois pas que l'intelligence artificielle saura prédire l'avenir non plus. Mais en tout cas, on voit un certain nombre de domaines, se dessiner dans l'intelligence artificielle et le côté, aller au-delà du conversationnel pour être vraiment interactif. Je pense que Mmh. ça fait partie des choses qui commencent à pointer leur nez, dans ce domaine. Mmh. Trop bien. Alors Damien, la question classique, du podcast, je suis obligé de te la poser, c'est est-ce que, ChatGPT a passé le test de Turing? Hem, alors, c'est évidemment une bonne question. Techniquement parlant, quand on parle du test de Turing, heu, globalement, il faut mettre un certain nombre de limites et il faut mettre un score. C'est-à-dire quel est le donc aujourd'hui, on est dans une logique où on peut ouvrir petit à petit les frontières en mettant de moins en moins de limites et en se disant presque toutes les questions sont permises. Hem et quand on répète l'expérience suffisamment de fois, finalement, passer une fois le test de Turing, à savoir être capable, du coup, de duper un humain une fois, ça, évidemment, ChatGPT l'a fait plusieurs fois. En revanche, si on Mmh. répète l'expérience dans le temps, on voit qu'en moyenne, ChatGPT n'arrive pas à duper un humain autant, finalement, qu'un humain. Donc Mmh. on s'en approche, on arrive peut-être même à la limite du test de Turing, puisqu'on est Ouais. quand on est obligé de définir une métrique qui est différente, qui n'est plus binaire, de savoir est-ce qu'on arrive à duper ou est-ce qu'on n'arrive pas à duper, mais dans quel pourcentage de cas arrive-t-on du coup à duper un être humain? Hem, on arrive on s'approche de la limite. C'est un Mmh. peu comme ça que j'ai envie de signifier les choses. Je vois très bien. Est-ce que toi tu utilises, des tools d'IA générative au quotidien? Et si oui, lesquels? Alors d'IA générative, je vais être un peu déceptif, mais pas tant que ça. Pas tant Mmh. que ça, je suis pas un grand utilisateur, ni de ChatGPT, ni de Mmh. Midjourney. Ouais. Évidemment, comme tout le monde, je l'utilise une fois de temps en temps, pour voir ce que ça donne mais je suis pas un grand utilisateur d'IA générative. Je suis un très grand utilisateur et un très grand fan des outils d'IA qui peuvent exister. Comme tout le monde, je me balade rarement d'un point A à un point B sans qu'il y ait une IA qui me dise quel est le meilleur chemin, que ce soit en voiture, que ce soit en transport en commun ou que ce soit à pied. Euh, je reçois des mails, Scalway, c'est une société très internationale. Je reçois Mmh. régulièrement des mails de clients dans beaucoup de langues. Et malheureusement, pour ma part, je ne parle que de langues. Euh, c'est quand même formidable de pouvoir traduire avec un niveau tout à fait qualitatif tout ça. Tout ça, c'est les usages traditionnels de l'IA. C'est pas exactement de l'IA générative, mais on a vu à Ouais. quel point ça a pénétré nos vies de manière quasi inconsciente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. on allume ces différentes applis sur son smartphone sans se rendre compte vraiment qu'il y a une IA, de la même manière qu'on dépliait une carte pour trouver le chemin le plus court d'un point A à un point B il y a quelques années, et on faisait ça avec un cerveau bien Totalement. humain. Aujourd'hui, on suit un smartphone qui nous dit tourne à droite, tourne à gauche, sans qu'on se soit vraiment posé la question de quel chemin il fallait prendre. C'est vrai, très bon exemple, qui revient souvent. Le GPS, en tout cas, c'est quelque chose où on a laissé, une partie de notre, ré de notre mémoire, en tout cas, et on cherche plus vraiment à y accéder, on se laisse guider. Quand tu nous parlais de la traduction à l'instant, pour la traduction, moi perso, tu vois, j'utilise, ChatGPT. Heu, Toi, tu utilises, d'autres outils, des DeepL, des trucs comme ça ou Moi, j'utilise beaucoup Translate? Google Translate, qui Ouais, finalement d'accord. Mmh. fonctionne quand même très très bien Oui, et oui, oui. voilà, me donne en général une bonne compréhension du mail qui m'est adressé dans une langue que je comprends du coup. Ouais, En tout cas, voilà, c'est un outil que j'utilise énormément. génial. Parfait Damien. Alors Damien, maintenant, est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu, Scaleway, qui a été là sous le feu des projecteurs avec, l'événement AI Pulse dont je parlais, la semaine dernière. Donc nous présenter un petit peu Scaleway et ensuite après on zoomera peut-être un peu sur votre offre, IA
et vos GPU, votre supercalculateur? Alors, si tu me le permets, pour présenter Scaleway, Vas-y, peut-être pas exactement présenter Scaleway, je vais expliquer pourquoi je suis venu à Scaleway. ça me va très bien, ça me va très, Et très bien. et ça te donnera quelque part, peut-être à travers un narratif un peu différent, l'ambition derrière Scaleway. Moi, je OK. viens d'un milieu qui est le milieu, comme tu l'as dit, du streaming vidéo, et j'ai accompagné un certain nombre de clients dans la transformation de cette industrie du streaming vidéo qui était autrefois la télé par satellite, la télé terrestre, la télé par le câble, vers le streaming, l'OTT, et donc naturellement, c'est une transition vers le cloud, évidemment. Oui, oui. Tous les clients ont basculé sur des infrastructures basées dans le cloud. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte, ben, en France, que tous les fournisseurs de streaming, Mmh. les France Télévisions, les TF1, les M6, les Canal, et cetera, heu, ont des infrastructures qui sont majoritairement dans le cloud, mais tous autant Ouais. qu'ils sont, bah, sont hébergés sur des clouds, des hyperscalers américains, AWS, GCP, Azure, pour ne pas les nommer. À l'heure où YouTube envahit le paysage du streaming, à l'heure où Amazon Prime gagne les droits de Roland-Garros et les droits, des différentes ligues de foot les unes après les autres, Mmh. ça pose une question, finalement, d'autonomie stratégique, de concurrence, Bien et sûr. ça pose le constat de dire: «Il nous manque un acteur européen du cloud, pure player, qui n'ait pas l'ambition d'aller concurrencer tout le monde», parce que ce que je décris, finalement, de l'industrie du streaming, c'est vrai dans toutes les autres industries. C'est vrai dans l'industrie du retail. Une société de Ouais. retail qui veut faire un site de e-commerce, bah, Elle peut-être qu'elle passe va par tomber sur Shopify, AWS, ouais mais et AWS, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. et donc on retrouve cette logique-là de concurrence un petit peu partout, dans un contexte finalement où, bah, un acteur pure player qui n'ait pas vocation à aller concurrencer tous ses clients et européen, ça n'existe pas. Mmh. Voilà, ça n'existe pas. Donc c'est sûr que, quand j'ai eu cette opportunité de rejoindre le groupe Iliad pour diriger Scaleway et faire de Scaleway cet acteur, leader du cloud européen, autonome et qui n'ait pas vocation à aller concurrencer tous ses clients, c'est une opportunité magnifique. Et c'est ça la mission de Scaleway. C'est ça la mission de Scaleway. Donc Scaleway, c'est un fournisseur de cloud européen, pure player. Nous, on ne fait que du cloud. On ne fait pas de streaming, on ne fait pas de Mmh. publicité, on ne fait pas de e-commerce, on ne fait qu'une infrastructure cloud. Ça, c'est la mission de Scaleway. Et on le fait bien. Parce Ouais. que oui, Scaleway existe, oui, il y en a d'autres, mais la question, c'est il faut que tous les acteurs puissent faire le choix d'un cloud européen sans compromis, et en particulier sans compromis technologique. Ça n'a pas de sens de se dire, bah, on va faire le choix de travailler avec un Européen, mais du coup, on n'aura pas la même performance, on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas les dernières versions, on n'aura pas les dernières technologies. Donc, sans compromis technologique, un acteur du cloud public européen, avec des data centers répartis un peu dans toute l'Europe, ça c'est Scaleway. Et dans ce contexte-là, il y a une stratégie forte qui est de dire que la transformation numérique des entreprises, elle va forcément passer par une composante autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une Ouais. seule société qui peut aujourd'hui dire je vais transformer mon SI et basculer notamment dans le cloud, etc., etc. Mais j'ai aucun plan d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour optimiser ma productivité, mon efficacité, mon reach client, etc., etc. Ça n'existe pas. Et donc le choix d'un partenaire cloud provider pour une entreprise aujourd'hui, c'est forcément le choix d'un partenaire cloud qui ait, qui ait des capacités en matière d'intelligence artificielle. Donc depuis le début de l'année maintenant, Scaleway travaille à
construire ses capacités autour de l'intelligence artificielle et être vraiment le leader de ce point de vue-là. Pour que nos clients trouvent chez nous non seulement tout ce qu'ils attendent d'un cloud public habituel, avec les Bien sûr. dernières technologies, aucun compromis technologique de ce point de vue-là, être vraiment sur les dernières technologies, les dernières versions, les dernières innovations, etc., etc. Et en même temps, tout le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que ça n'aurait pas de Mmh. sens de choisir deux clouds. D'un côté, un cloud pour les workflows traditionnels, entre guillemets, et de l'autre, un cloud pour les workflows d'intelligence artificielle et passer son temps à transférer les données des workflows traditionnels D'un cloud à l'autre, ouais. Mmh. à l'autre cloud pour pouvoir entraîner les modèles. C'est Ouais, exactement bien sûr. la mission de Scaleway aujourd'hui. Génial, génial. Donc, bah, écoute, j'aime bien la manière dont tu mets comme ça l'IA au cœur des entreprises, mais ce qui est une évidence. On en parle souvent sur ce podcast, au niveau, tu vois, ben, d'un salarié ou d'un particulier qui va utiliser l'IA. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, elle est obligée de l'utiliser et par rapport à ça, il lui faut, des ressources dans le cloud par rapport à ça et je comprends tout à fait le rôle, de Scaleway à ce niveau. Hem Donc, bah, si j'ai bien compris, alors, chez Scaleway, donc vous avez justement maintenant, bah, des ressources, suite à un partenariat avec NVIDIA, des ressources très importantes, en, heu, en GPU, en tout cas pour l'intelligence artificielle. Oui, alors, du coup, une fois qu'on part de cette stratégie de dire il faut les ressources pour Ouais, l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu les différentes étapes de l'intelligence ouais artificielle, les différents workflows dont on va avoir besoin, et s'assurer qu'on met en place chez Scaleway les ressources nécessaires à chacun des différents types de workflows. L'intelligence et bien artificielle dimensionné, tout à fait. Ouais, ouais. est bien Mmh. dimensionnée. L'intelligence artificielle, ça commence avec la capacité à structurer de la data. Structurer de la data, c'est du stockage. Structurer de la data, c'est de la capacité à avoir de la base de données. Donc, ça, c'est du cloud finalement assez traditionnel. La deuxième étape, c'est l'entraînement des large language models. Alors, Ouais. l'entraînement des large language models, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les sociétés qui vont créer des nouveaux modèles, des nouveaux large language models. Donc, des nouveaux Et ça, modèles. on en parle beaucoup ici, donc c'est OpenAI, l'entraînement dont on parlait en particulier de GPT-4, donc le plus gros modèle à ce jour. On a parlé beaucoup d'Inflection aussi, avec un entraînement en ce moment, d'Anthropic, et au Parlons niveau un peu français, du ici, français. on parle souvent de Mistral. Pardon? Voilà. Je disais, Et parlons Mistral aussi et de Mistral, Mistral, évidemment. évidemment. Ouais. Et donc, là, on met en place, on va dire, une capacité assez massive de calcul GPU pour ces Mmh. entraînements. Aujourd'hui, si on regarde les meilleurs modèles, ils sont entraînés Oui. par des capacités de calcul de plusieurs centaines et pour les modèles les plus gourmands et les plus connus, de l'ordre d'un millier de H100. Oui. C'est de ça dont on parle. Donc les H100, c'est les derniers GPU en date, les plus puissants, etc. Donc aujourd'hui, chez Scaleway, depuis le mois de septembre, enfin octobre, ça a été lancé, je crois, précisément, on a un cluster d'un millier de H100, 1016 pour être précis, 1016 H100 en cluster, qui est l'outil parfait pour entraîner un nouveau large language model. Sur ce cluster, on a eu la chance de pouvoir, donc, on a mis ce cluster à disposition de Mistral, Génial. de Hugging Face, de Ouais. Poolside, et de gens comme Mmh. ça qui, du coup, ont pu profiter de cette capacité pour entraîner des nouveaux modèles. Et ça, c'est assez singulier, ça n'existe que chez Scaleway en Europe. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant ça, donc avant le mois de septembre, une société qui voulait développer un nouveau large language model n'avait aucun autre moyen que de le faire sur de l'entraînement aux États-Unis. Oui, Prendre tout son à fait. Non, modèle, mais alors, l'envoyer aux je États-Unis et l'entraîner aux États-Unis.
je parle souvent, tu vois, de la difficulté, hein, sur toute cette année, hein, toute l'année 2023, la difficulté à trouver, ces GPU NVIDIA. Je pense que, toi et peut-être, Xavier aussi, vous avez dû négocier, heu, ardemment avec NVIDIA parce qu'on disait en tout cas que Elon Musk à son niveau, il négociait très, très dur. Il disait que c'était, enfin la plus dur que de trouver, de la drogue, enfin attention, hein, c'était une expression, mais aux États-Unis, c'est des ces GPU, ils ont un prix colossal. Il y a une époque, on parlait de 33 000 $ le GPU, mais je sais pas si c'était des H100, c'était peut-être la version précédente. Moi, je pense que c'est beaucoup. Heu, En tout cas, c'est le ouais, prix de marché actuel, pour les H100, sans révéler, pour les évidemment. H100? Nos C'est prix d'achat, ouais, c'est dit du prix d'achat, sur le marché des H100 aujourd'hui, ouais. ouais. Oui, donc c'est un investissement colossal. Bravo d'avoir trouvé ça, et c'est sûr L'investissement, que, on en a parlé, hein, 1000 GPU, c'est sûr qu'on entend rarement ça, à part des acteurs, comme Elon Musk, Microsoft, Inflection, où de temps en temps, il me semble qu'on peut aller quasiment jusqu'à 10 000 GPU. oui, alors, Heu, ouais. donc certains ont communiqué sur le chiffre de 10 000. Hem, Mmh. ce qui est Mais important de peut-être dans le comprendre. temps d'ailleurs, en fait. Ouais, ouais. Oui, ce qui est aussi important de comprendre, c'est finalement la 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 théorie, sous-jacente, c'est la théorie des réseaux de neurones. Je pense que tout le monde a entendu, ce nom-là. Hem, Ouais. Ce que ça sous-tend derrière, c'est la capacité à faire fonctionner les GPU ensemble. Je pense que Mmh. quand on parle de neurones, tout le monde a appris, que ce qui était important Synapse. dans les neurones, c'est les synapses, et ce qui était le plus important, c'était le nombre de connexions entre les neurones, plus que le nombre de neurones en tant que tel. Mmh. Dans cette même théorie, c'est ça qui est extrêmement important. Et donc, finalement, la 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 qualité d'un cluster d'entraînement se fait sur le nombre de GPU, mais surtout se fait sur le nombre d'interconnexions. Et donc, est-ce qu'on est capable à un moment donné de dire que chaque GPU est interconnecté avec les 1000 autres, enfin les 1015 autres dans le cadre d'un cluster de 1016? Et comment chacun des GPU sont interconnectés entre eux? Et c'est là où on va commencer à parler de ces notions de cluster. Euh, et c'est pas du tout la même chose d'avoir un cluster de 1000 ou d'avoir deux clusters de 500. Donc parler en nombre de GPU disponibles, c'est pas exactement la même chose que de parler finalement de taille de cluster. Euh, Mmh. et en particulier quand on parle de 10 000 GPU, je doute sincèrement, et j'ai jamais eu ni confirmation ni affirmation de cette hypothèse, mais je doute que ce soit un cluster de 10 000. La technologie, à ma connaissance, n'est pas prête pour pouvoir avoir un cluster de 10 000. La technologie limite Et genre globalement. limite, tu raison et presque on saurait où il est quoi, physiquement, mais Voilà. ouais, ouais. Euh, Mmh mh. En revanche, disposer de plusieurs clusters de 1000, évidemment, c'est un atout significatif, et c'est probablement ce à quoi a accès, je crois que c'est Tesla qui avait communiqué Oui, sur 10 000, sur 10 000 achats. Donc ça, c'est un OK. point. Et c'est un point extrêmement important, c'est de se dire finalement, ces GPU, comment est-ce qu'ils sont interconnectés? Deuxième point extrêmement important, ces GPU, comment est-ce qu'ils sont connectés à la donnée? C'est-à-dire que Ouais. pour entraîner, il faut entraîner sur des données. Alors, en fonction, en fonction du modèle, ces données, elles sont plus ou moins, elles représentent plus ou moins d'espace, plus ou moins de volume, ces données. On imagine que entraîner sur du texte, c'est impressionnant, hein. Un des clients de Scaleway Mmh. avait, pour démarrer son entraînement, nous avait fourni sa base d'entraînement, tout le texte d'Internet. Ouais, c'est quoi? C'est C'est on ridicule. est en Ça tient en 8 pétabytes? disques durs. Ça tient une Ouais. fois bien compressé. Alors le texte, comme chacun sait, ça se compresse extraordinairement bien. Quand il nous a Mmh. déposé ça, c'était 8 disques durs. C'est 6 téra quoi, c'est ça, hein? Un truc comme ça? Oui, 8 Mmh. c'est 6 téras par disque, 8 disques, ça fait 50 téras une fois bien compressé. Ouais. Ça, c'est Mmh. tout le texte d'internet parce que ça se compresse relativement bien. Mmh. Imaginez demain de l'AI générative sur de la vidéo. Bien sûr, avec la multimodalité. Imaginez, Mmh.
en disant, on va prendre tout le contenu vidéo d'internet. Là, on va travailler sur des volumes qui sont très, très, très différents. Et ça, C'est un c'est une des sujet c'est un grosses sujet c'est un sujet que tu connais pour le coup, Damien, en plus. un sujet que je connais bien et puis c'est un sujet, voilà, Là, tu prêt. qui me tient à Carrément. cœur. Mmh. Et ça, c'est une des grosses différences sur le cluster qui est disponible aujourd'hui chez Scaleway, c'est qu'on y a mis le stockage nécessaire pour pouvoir entraîner tout type de modèle et pas uniquement des modèles basés sur de l'apprentissage de texte. OK. Donc, c'est des capacités de stockage colossales et de stockage à accès hyper rapide Mmh. connectés au GPU qui permettent du coup aujourd'hui de pouvoir imaginer sur ce cluster faire l'entraînement de n'importe quel modèle. Des modèles qui soient basés sur le son, sur la voix, sur l'image, sur la vidéo, aussi bien que sur le texte. Alors évidemment, ça en fait quelque part un super calculateur, un moteur d'entraînement généraliste qui Mmh. peut absolument traiter tous les use cases. Et ça, c'est formidable parce que du coup, on peut le mettre à disposition de n'importe quel client. C'est-à-dire que ça répond aux besoins de tous les clients. On sort du modèle où on est sur du purpose build, au sens où on construit un cluster pour un usage donné qui finalement ne peut pas être réutilisé. Et on revient du coup dans le cœur de la mutualisation. Et une fois qu'on a dit ça, ça prend tout son sens pour un acteur du cloud d'avoir une plateforme qui soit mutualisable entre plusieurs clients. Excellent. Damien, vu que tu es là, j'en profite, enfin, petite question technique, même si je veux pas qu'on aille trop loin, mais c'est quoi la différence entre, le supercalculateur là, Jean Z, tu vois? Et votre supercalculateur en fait? Enfin, Alors c'est une bonne question. La première chose, non technique, le supercalculateur de Jean Zay, c'est un supercalculateur public. ouais. Et donc, il sert la recherche publique, il sert l'intérêt public, euh, et il en faut. Et c'est extrêmement important que la Mmh. France, les États européens de manière générale, se disposent de capacités qui puissent être mises à disposition dans un contexte non-profit. Dans un contexte où le but, c'est de faire avancer la recherche, c'est de faire avancer la science, c'est d'aider un certain nombre de projets et qui ne soient pas dans une logique commerciale. Ouais, bien sûr. Le cluster de chez Scaleway, pour le coup, évidemment, on est ravi de faire avancer la science, etc., mais ça rentre dans le cadre de l'exploitation d'une société à but commercial. Donc, ça, Mmh. c'est la première différence. C'est pas technique, mais c'est important de le rappeler. La deuxième, c'est la technologie. Le supercalculateur de Jean Zay, aujourd'hui, a été pensé pour ce qui s'appelait le HPC, le High Performance Computing. Et le OK. High Performance Computing, globalement, c'était du calcul essentiellement basé sur les capacités de calcul type CPU. Donc c'est énormément de CPU, ce qui fournit pas exactement la même capacité de calcul. C'est une capacité de calcul qui est parfaitement adaptée à des gros calculs très intensifs, un peu moins à l'IA, en particulier Ouais. l'IA générative. Alors, cela dit, une fois que Mmh. je dis ça, il y a des extensions prévues du supercalculateur de Jean Zay, notamment pour y adosser des capacités de calcul GPU en complément des capacités de calcul CPU. Et donc, voilà. Mais Mmh. à aujourd'hui, le cluster de Scaleway, c'est massivement GPU. Ouais. Là où Ouais, ouais, tout à fait. le calculateur de Jean Zay, il est sur une architecture plus CPU à ce jour. OK, je vois très bien. Merci, merci vraiment pour les explications. Donc, on Hem avait et dit, donc vas-y, vas-y. première partie, la data, structurer la data pour disposer de la data. Oui, Deuxième partie, l'entraînement. Et donc là, oui. il faut ce fameux supercalculateur au sens beaucoup de GPU très bien interconnectés entre eux. Mmh mh. Ensuite, ce qu'il faut, c'est la capacité à euh, fine-tuner, raffiner les modèles. Je m'explique. Une fois qu'on a construit un modèle, comme Lama 2, une fois qu'on a construit un modèle comme Mistral 7B, Ouais. ou un modèle comme ça, pour qu'une entreprise l'utilise, l'entreprise va vouloir l'utiliser, mais l'utiliser sur ses données.
on va dire, utiliser la puissance du modèle, mais une fois que Ouais, le modèle, en plus de savoir toutes les généralités qu'il connaît, en plus de savoir parler, en plus de savoir parler en plusieurs langues, en plus de savoir faire des résumés, il sache le faire sur des documents très précis qui sont les documents de l'entreprise, du centre de recherche, etc., etc. Donc là, il y a une étape à faire de fine-tuning du modèle, de raffinement du modèle, de manière à pouvoir le faire. Et ça demande du coup quelque chose qui s'apparente à de la capacité d'entraînement. Donc ouais. c'est des GPU interconnectés entre eux, mais en plus petit nombre. On va plutôt parler de quelques dizaines de GPU interconnectés entre eux. Donc là aussi, on a développé une offre avec des. Ça, c'est alors donc la première, donc c'était ton Naboo 2023, c'est ça? Donc avec les 1016, GPU, C'est ça, et là pour le fine tuning, c'est le Gero 2023 avec les ouais, 16 GPU dédiés là, c'est ça? c'est Mmh. ça. Nabu, alors parce qu'on va rester français. Tu connais l'allusion de Nabu et de Géraud? Je alors je veux b je j'ai une idée, mais vas-y, je veux bien que Tu veux tu tenter? la refasses. Non, 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 enfin, je pensais à du Nabucodonosor, des trucs comme ça, mais non, non, rappelle-moi, Nabu et Gero. Exactement ça. L'idée, c'est simplement de prendre les différentes tailles de bouteilles de vin, parce qu'on reste Ex français. Donc excellent. le petit ou les petits clusters, c'est les Jéroboam, Et Jéroboam. et le plus gros, Heu, c'est le Nabucodonosor. Tu bon, l'avais bah, effectivement. merci Damien, on retiendra ton offre comme ça de manière, mémotechnique, très facilement. Et on y Super ajoute un cool. millésime. Comme sur chaque bouteille de vin, on y ajoute un millésime. Et donc Nabu 2023, Géraud 2023, en attendant les annonces de 2024. J'adore, j'adore. Franchement, on voit tout de suite que c'est un truc de connoisseur. C'est ça. Excellent. Donc effectivement, Ouais. Géraud 2023, quelques dizaines de GPU, bien interconnectés entre eux, et qui correspond vraiment aux besoins de fine-tuning qu'on peut retrouver. Et Mmh. la dernière étape, c'est l'inférence. L'inférence, Yes. globalement, c'est l'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois que ce modèle, il a été entraîné, une fois qu'il a été fine-tuné avec avec un dataset, un jeu de données supplémentaire qui correspond à un use case particulier, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, là, pour le coup, en général, l'inférence utilise, on va dire, un serveur avec un GPU dedans, éventuellement deux. Mmh. Mais on va parler du coup de GPU à l'unité. Et là Ouais. encore, on propose des centaines de serveurs avec chacun un GPU à l'intérieur, en l'occurrence des H100. Donc là encore, ce qui se fait de mieux sur le marché pour pouvoir faire tourner très vite ces modèles avec une réactivité, avec une latence minimum, de manière à ce que les modèles puissent tourner comme il faut. Extra, non, mais c'est donc ça on est au courant, bah, c'est à chaque fois qu'on fait une requête sur ChatGPT, hein, ou un prompt, sur Midjourney. Hem et attends, donc Damien, et rappelle-nous un petit peu donc les startups françaises ou pas que françaises qui ont utilisé déjà un peu votre infrastructure. Alors, on a parlé de Mistral, On sur parlait de l'entraînement de Mistral. leur, 7 modèle 7 milliards, Alors, Poolside. l'entraînement de 7 Ouais. milliards, donc Mistral 7B, ils l'ont lancé malheureusement avant que Nabu 2023 soit dispo. Donc Mistral Mmh. 7B, ils l'ont pas encore, enfin, ils l'ont pas entraîné sur Nabu 2023. Mistral, ils sont, comme ils le disaient lors de la conférence là, vendredi, Ouais. il y a 10 jours, ils sont en train d'entraîner sur Nabu 2023 en ce moment même. Donc on verra ce que ça donne. Ils sont en train d'entraîner Ah super! sur Super. Mais Nabu. alors donc ça, c'est le truc secret, on sait pas combien de paramètres et tout ça, quoi. Mais Ah par non, contre, mais ça tourne chez vous, ça? Mmh. ça, je te laisse interviewer Arthur ou Timothée sur le sujet. Bien sûr. Ils t'en diront plus. Moi, la seule chose que je sais, c'est que c'est eux qui ont accès en ce moment à Nabu 2023. C'est trop bien, trop bien. Excellent. Avant eux, effectivement, on a eu un certain nombre de clients sur ces différents supercalculateurs. On a mentionné Poolside, on a mentionné Hugging Face. Ouais. Hugging Face, j'avais entendu un moment qui justement, ils avaient pas de capacité de calcul, et après un moment, ils ont lancé, un une offre avec un site en front où ils te Oui, proposaient, directement de
de faire tourner ton modèle en fait, L'inférence c'est as a ça? service? Oui, Ouais, absolument. ouais, De ouais, ouais, l'inférence ça, as a inférence à service ce parce que service. Hugging Face, ils ont sorti, ce modèle-là. Ils ont sorti, ce modèle-là avant que la capacité de calcul ne soit disponible sur Scaleway. Donc globalement, au lancement au moins, c'était avec un autre partenaire, mais aujourd'hui, ça pourrait Mmh, bien tourner, cool. tourner avec Scaleway. On a aussi travaillé évidemment en interne, et du coup, on a travaillé avec des datasets de Free et de Free Pro pour voir ce qu'on pouvait Ouais. en faire au sein du groupe Iliad. Je pense que c'est toujours intéressant aussi de regarder les synergies de ce point de vue-là. Et puis, on travaille avec plein d'autres startups, peut-être Trop encore un peu bien. moins connues à ce jour, mais Mmh. qu'on connaîtra de plus en plus. Et puis, le dernier qu'on n'a pas encore mentionné, c'est Qtile. Et oui, bien sûr, les la fameuse équipe Open Science, les 300 millions d'euros. Donc ça va se faire chez vous? Mmh. Voilà, donc, enfin, ça va se faire chez nous. Donc, pour reprendre un petit peu, Qtile, c'est une initiative du groupe Iliad. C'est un labo de recherche. Oui, Iliad finance ce labo de recherche à hauteur de 100 millions. Un certain nombre d'autres donateurs, et on parle ici effectivement de donateurs, puisque on parle d'un labo de recherche à but complètement non-profit, non lucratif en français. ouais. Euh, et donc un certain nombre d'autres donateurs, dont CMA, Eric CGM, Schmitt, Rodolphe Saadé, Sadé, trop Eric Schmidt, bien. Mmh. exactement, ont participé pour un financement total de 300 millions. Et comme c'est une initiative du groupe Iliad, euh, et que à l'heure actuelle, ce qu'ils voulaient, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, Ouais, eh ben, ils ont accès à la capacité de calcul chez Scaleway, puisque c'est aujourd'hui la plus grande capacité de calcul en Europe. En revanche, pour être très clair, si demain il y a une meilleure capacité de calcul ailleurs en Europe, j'espère pas, j'espère qu'on arrivera à passer cette capacité de calcul leader dans le domaine en Europe, mais s'il y avait accès, il n'y a aucune clause d'exclusivité d'aucun type. ouais. De ce point de vue-là, Qtile est libre de faire ce qu'ils veulent. Et je pense que l'intérêt, c'est qu'ils utilisent les meilleures capacités de calcul disponibles en Europe. Très bien. Tu vois Oui. des grandes boîtes arriver, du CAC 40 par exemple, des grandes boîtes européennes arriver justement sur du parce que ces projets, bah, on est sur quelque chose qui a 1 an, hein, grosso modo, mais donc des grandes boîtes européennes comme ça qui arriveraient sur, ben, le fine tuning d'un modèle qu'ils viendraient faire chez toi, prochainement? Euh, Pas que je puisse mentionner à ce stade. En Non, revanche, mais il y en non, mais par contre il y en a quoi, enfin, qui se travaillent là-dessus, ouais. il y en a évidemment qui travaillent là-dessus. Mmh. Trop bien, C'est- trop bien. c'est- on imagine, hein, on imagine Ouais, aujourd'hui la puissance que peut avoir l'intelligence artificielle. Euh, ouais, on n'imagine pas comment. Alors, je pense que c'était intéressant. Hein, vendredi, tu as entendu, par exemple, Rodolphe Saadé expliquer ouais, que, si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand je disais que pour me rendre d'un point A à un point B, j'utilisais toujours de l'intelligence artificielle. bien sûr. Mettons ça à l'échelle d'un groupe comme CMA-CGM, et c'est ce qu'expliquait Rodolphe Saadé vendredi il y a 10 jours. Quand on optimise la route de, 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 Ouais, de, de tout le trafic, notamment maritime, que gère un groupe comme ça, on économise des millions de litres de fuel, on économise des tonnes de CO2, on économise ouais. des Pour la jours planète, c'est plutôt d'événements. bien, ouais. Mmh. C'est bon pour la planète, c'est bon pour une efficacité globale, et évidemment. Et donc, si on ne pense rien qu'à cet exemple à l'échelle d'un groupe qui, a priori, n'est pas un groupe hyper technologique, mais on Bien voit ce sûr. que l'intelligence artificielle peut apporter, on imagine que, je pense que toutes les sociétés du CAC 40 ont une capacité à améliorer leur efficacité, ont un potentiel à améliorer leur efficacité grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit dans la banque, dans les assurances, dans le transport, Ouais. partout. Partout, Ah il ouais, y ouais, a ce totalement. et donc, rares sont les sociétés qui, aujourd'hui, n'ont pas des projets d'intelligence artificielle. Ouais, ouais, non, mais donc, écoute, ça va être génial de suivre ça et je pense que tu vas avoir donc une grosse année. J'aimerais te poser une petite question, Damien, sur, l'AI Act. Tu sais, là, il y a eu un débat là, il y a un débat en cours sur en particulier sur la régulation des modèles fondationnels et ce week-end là, tu avais,
Cédrico qui se faisait, un petit peu attaquer par, Max Tegmark, ensuite aussi par Thierry Breton, grosso modo. Tu as plutôt 2 camps, tu vois? Entre ceux qui disent: «Bah non, il faut pas réguler les modèles fondationnels», donc Mistral, Yann Lequin, Cédrico, et de l'autre côté, Tegmark, Thierry Breton, donc la Commission européenne, qui disent: «Bah si, si, aujourd'hui, faut mettre tout ça dans la catégorie». J'ai bien aimé, il y a Arthur Mensch, parce que c'est des sujets compliqués quand même, et j'ai vu qu'Arthur Mensch avait fait, un petit post pour essayer d'expliquer ça. J'ai trouvé son point, très clair. Il disait, que réguler les modèles fondationnels, ça reviendrait un petit peu à qui sont les moteurs derrière les applications IA. Ce serait un petit peu la même chose qu'essayer de réguler le langage C, parce que, bah, à partir du C, c'est tu peux faire du malware, heu et coder des trucs qui sont pas forcément positifs. Hem, Toi, c'est quoi ta position, Damien, sur, cet AI Act, et ces modèles fondationnels-là? Alors il y a effectivement, je pense qu'il y a effectivement l'explication un peu technique, que donnait Arthur Mensch. Hem, Si je positionne un peu différemment le débat, Ouais. hem, il y a une question un peu fondamentale qui est: quel est le bon temps pour la régulation? Mmh. Parce que si on régule trop tôt, on crée des barrières qui vont nuire à l'innovation. Ouais. Si on régule trop tard, on risque de laisser établir des pratiques malsaines de la technologie. Donc pour moi, la question, elle n'est pas tant dans le est-ce qu'il faut réguler ou est-ce qu'il ne faut pas réguler. La question, elle est fondamentalement à quel moment est-ce qu'il faut réguler. Et là, on voit que les intérêts divergent un petit peu. Les Américains sont aujourd'hui beaucoup plus avancés dans l'IA. On va dire, ils ont Ouais. entre 6 mois et 1 an d'avance sur l'Europe, avec OpenAI notamment, et d'autres. Donc évidemment, l'intérêt aujourd'hui stratégique américain, c'est de réguler pour créer des Mmh. barrières, pour rester avec cette longueur d'avance sur l'innovation et freiner l'innovation en dehors, freiner l'innovation maintenant qu'ils ont cette longueur d'avance. À l'inverse, je pense que stratégiquement aujourd'hui en Europe, il faut qu'on se concentre sur l'innovation et laisser quelque part vraiment les différentes startups, les différents labos de recherche, pouvoir expérimenter, innover autant que possible sur l'intelligence, autour de l'intelligence artificielle et des large language models. Et donc moi, ma position, elle va pas Mmh. être: est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce qu'il faut pas réglementer? Je pense qu'on a tous conscience des risques, ils ont été largement, développés, par certains. La question, elle est plus: comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de rester compétitif dans ce domaine de l'innovation et de s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre des barrières qui vont retarder l'innovation. On a tous, je pense, en tête entendu le cours de l'histoire et finalement les barrières qui ont pu exister, par exemple, dans la médecine, avec des questions profondes, éthiques, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'expérimentation dans le médical, et à quel point ça a pu retarder ou au contraire accélérer les connaissances dans le domaine. Donc, gardons bien tout ça en tête au moment de choisir quand réguler, de Ouais. manière à pas freiner cette innovation. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, Damien, et c'est vrai qu'à la base, on parle, un petit peu un peu l'impression de marcher sur la tête en Europe, en effet, avec, un AI Act et tout, qui a été lancé quand même bien avant la naissance de l'IA générative, et être les premiers à réguler, alors on a quand même, comme tu le dis, 6 mois de retard sur les concurrents. Donc tu as raison, et n'entravons pas en tout cas l'innovation. Hem, alors Damien, on a eu une semaine de folie juste après cet événement Skillway. Le week-end a été dingue, 5 jours de folie avec, ce que j'ai appelé en tout cas sur mon podcast, la saga OpenAI. Donc le soir même, le vendredi, on apprend que Sam Altman, se fait virer par le board, et ensuite, Greg Brockman, et après, bah, toute une série, d'événements, qu'ensuite ils ont le soutien de Satya Nadella, qui vont aller bosser chez Microsoft. Finalement, les salariés, font une pétition, il finit par revenir.
On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans le board avec, Ilya Sutskever, et une nana d'une université, américaine. Et finalement, bon, ben, en fait, on revient à la case départ. Ils reprennent, leur poste et leur job. Ils en sortent presque renforcés et quelques jours plus tard, on apprend, dans un article, Reuters, on a une piste aussi, qu'il y aurait un truc qui s'appelle Q étoile, qui, peut rajouter des fonctions mathématiques de calcul, à ces modèles. Comment est-ce que tu as vécu cette histoire, toi, Damien? Et quelles leçons tu penses qu'il faut en tirer? Ben, alors, je pense que sur l'histoire, effectivement, tu l'as résumé, il y a beaucoup de chroniqueurs qui l'ont commenté, donc je vais pas revenir vraiment commenter l'histoire. Je voudrais revenir en revanche sur un point clé qui est Mmh. sous-jacent à tout ça, qui est la nature d'OpenAI. Ouais. Qu'est-ce que c'est OpenAI aujourd'hui? Est-ce que c'est une Difficile à soci dire. Fondation, non-profit, non-profit ou heu, for profit? non-profit, for profit, c'est vrai, AGI ou, du produit de l'autre côté, on sait pas trop non plus. Donc c'est un peu la question et notamment on voit que, bah, les contrats entre OpenAI et Microsoft, hein, qui utilisent largement cette technologie pour des produits qui sont de plus en plus clés et au cœur de l'offre de Microsoft, ça pose cette question de non-profit ou for profit et on le voit effectivement dans tout le débat qu'il y a eu, Microsoft était, la pierre angulaire puisque globalement, à un moment donné, Microsoft était prêt à reprendre toute l'équipe d'OpenAI, heu, potentiellement, parce qu'ils avaient un intérêt directement, y compris lucratif, sur le sujet. On a vu les impacts sur le cours de bourse de Microsoft, etc., etc. Donc la question de fond, pour moi, c'est for profit ou non profit. Et cette ligne-là, elle n'est pas claire aujourd'hui chez OpenAI. Elle n'est pas claire Mmh. et vraisemblablement, elle joue un rôle dans cette question du départ ou pas de Sam Altman, de finalement pourquoi les employés travaillent Ouais. pour une figure, en l'occurrence la personne de Sam Altman, parce que c'est très américain, c'est très Silicon Valley de personnaliser, de personnifier la startup, ok, mais aussi avec cette question non-profit for profit. Et donc moi je reviens du coup fondamentalement sur le fait de dire c'est important qu'il y ait des sociétés for profit et qu'il y ait des sociétés non-profit. Appelons-les comme on veut, des labos de recherche, des fondations, ça aura différents noms techniques selon les pays, selon les statuts exacts, mais résumons-le dans des non-profit, des non-profit organizations. Euh, et c'est pour ça que c'est important. Et je reviens une minute sur QTI. QTI, c'est fondamentalement non-profit. Et ça ne sert à rien d'aller chercher. Il n'y a pas de piège. C'est-à-dire que c'est Mmh. fondamentalement non-profit. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est important de faire émerger d'autres modèles qui puissent être partagés à tout le monde. Et quand je dis partager à tout le monde, ce qui est important chez QTI, c'est que c'est open source. Sauf que quand on dit open source, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose open source. On peut Notamment prendre, avec Llama, Facebook, on peut prendre un code mmh. source d'un modèle une fois entraîné, il n'y a personne qui sait le lire. Il n'y a personne qui sait comprendre. La Mmh. complexité est devenue telle, après entraînement, que finalement, euh, c'est quelque chose qui devient extrêmement abstrait. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter à l'open source. Donc c'est pour ça que ce qu'on a mentionné, du coup, au moment des iPulse, à la création de QTI, c'est un modèle d'open science. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas simplement publier le code source, c'est publier tout. Publier les travaux en amont, publier la méthode d'entraînement, publier quel est le dataset qui va avoir utilisé, qui va avoir été utilisé pour l'entraînement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun secret derrière et que quelqu'un puisse reprendre et refaire tout le chemin du premier jour du projet jusqu'à la fin, que tout soit exposé pour pouvoir comprendre où sont les questions, hein, on l'a vu, et ça fait partie des grands débats qu'il y a pu y avoir, notamment sur ChatGPT, qui est à même de répondre quelquefois des sujets polémiques, Ouais. voire erronés,
Parce que la base d'entraînement, finalement, si dans le dataset utilisé pour l'entraînement, il y a déjà un certain nombre d'erreurs, évidemment, c'est ce que le modèle va restituer. Donc, être capable de travailler vraiment en open science, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait une promesse quelque part de non-profit chez OpenAI. Je ne sais pas où OpenAI en est aujourd'hui par rapport à cette vocation. Ce que je sais, c'est que il y a 2 semaines maintenant, le groupe Iliad a lancé QTI, qui est une non-profit organization, ça c'est clair, avec cette logique d'open science et qui répond à un besoin. On le voit, et je pense que la saga OpenAI, elle pose cette question dans la tête de chacun. Elle pose cette question, l'open source, jusqu'où? La mainmise des GAFA, des GAFAM, pour être exact, en l'occurrence, la mainmise des GAFAM sur cette open source, parce que c'est critique. La révolution de l'IA arrive, et il y a Et quelques personnes qui ont ces armes pour la révolution, et les publier au plus grand nombre, je pense que c'est important. mais alors d'accord, mais et donc open source qui est fait différemment de celui de, Stable Diffusion, Stability ou de celui de Llama quoi alors aussi? Oui, je pense que l'open source de Lama, c'est pas à 100% de l'open science. Le but, c'est vraiment, et la fondation, et encore une fois, je pense que c'est déjà formidable d'avoir des modèles open source. Et donc, loin de Mmh. moi l'idée d'aller créer la polémique autour des modèles publiés en open source. Je pense que c'est formidable. Mmh. Un GAFA Bien sûr. publié en open source, aucun doute là-dessus. L'ADN aujourd'hui du labo de recherche QTI, c'est d'aller encore Ouais. plus loin et de travailler en Ouais. open science. Ouais, bien sûr. C'est très clair, c'est très clair. Damien, quelles sont selon toi les grandes possibilités et découvertes à venir, vers lesquelles peut nous conduire, l'intelligence artificielle, dans les années qui viennent là? Et est-ce que tu penses qu'il y en aura beaucoup justement? C'est une bonne question. Aujourd'hui, est-ce que, l'intelligence artificielle va nous amener à faire des découvertes? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les différents modèles d'intelligence artificielle, dans leur état actuel, ils Mmh. sont capables essentiellement de restituer de la connaissance, différemment, résumée, etc. etc. Je crois pas, et je pense que ça reste à ce stade de la science-fiction d'imaginer qu'on a de l'intelligence artificielle qui va réellement inventer quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, les grandes inventions, Après on sait pas de quoi sera capable, GPT-5, tu vois? on ne Enfin, sait pas. mais On ne sait pas mmh, de quoi ça sera capable. En revanche, on connaît quand même les modèles qui sont derrière. C'est un entraînement mmh, sur un certain nombre de données. Donc, jusqu'où, finalement, est-ce qu'on pourra aller faire des analyses de plus en plus intelligentes des données? Est-ce que ça va jusqu'à l'invention? Je pense que c'est une bonne question. Euh, et si on veut regarder un peu dans le futur, et ça fait aussi partie des choses qu'on avait euh, annoncé il y a 15 jours, euh, gardons en tête qu'on a aussi la révolution du quantique qui arrive. Donc le calcul quantique, ça va changer fondamentalement l'échelle et les méthodes de calcul. Et si on imagine du coup commencer à coupler l'IA avec la capacité de calcul quantique, on imagine qu'un jour, on va pouvoir avoir des choses formidables, mais ça reste encore beaucoup de travail devant nous et beaucoup de choses à imaginer et à dessiner. Et aujourd'hui, gardons en tête que pour arriver à faire marcher un ordinateur quantique et demain, pour arriver à faire tourner de l'intelligence artificielle sur un ordinateur quantique, il faut les meilleurs cerveaux et les meilleurs cerveaux bien humains de cette planète. on est bien d'accord, Damien. Mais écoute, je suis tr ça fait plaisir que tu nous parles un petit peu de d'informatique quantique, et parce que c'est un sujet dont on avait déjà parlé ici avec Olivier Ezrati, et donc, est-ce que tu as une timeline pour, Edge AI, intelligence artificielle générale ou, la super intelligence? Qui pourrait être d'ailleurs le fruit d'une combinaison avec le quantique, mais tu nous as dit que là, bon, ben, c'était un on sait pas trop quand, Moi, encore une fois, je ne suis pas devin. Donc, je mmh, regarde les tendances, je regarde les technologies. La mission de ScaleOS est de mettre à disposition le meilleur à destination des meilleurs pour pouvoir finalement
proposer cette autonomie stratégique ou conserver cette autonomie stratégique française et européenne. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts pour répondre à la question et imaginer quelles sont les timelines. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les timelines sur l'intelligence artificielle, ça bouillonne, c'est l'actualité de tous les jours et ça se vit Mmh. au jour le jour, peut-être un peu à l'image de la saga OpenAI que tu mentionnais tout à l'heure. Complètement, je te confirme. C'est vrai que c'est très c'est très excitant, heu, mais OK. Et alors Damien, la dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une bonne question. Je l'avais pas préparée. J'avais peut-être pas été au bout des questions. Euh, non, je suis pas un grand fan de science-fiction. Je suis bien ancré dans le présent, comme je te l'ai dit tout à Tu l'heure. peux me trouver ou un autre genre alors, hein, si tu veux. J'ai rien qui me vienne en tête T'inquiète. comme ça. Mais dans une prochaine interview, c'est promis. Ah, avec plaisir, parfait. Hem Écoute Damien, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. C'était super. Tu nous as expliqué plein de choses. J'ai beaucoup aimé, la description que tu nous as fait du cluster là de GPU. Donc voilà. Heu, on va suivre aussi, bah, ton actualité, les entraînements que tu vas faire avec, nos startups, les Mistral et tout ça. On verra ce qui sort de cet entraînement. Et donc, bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était super sympa et je te dis à très Merci à bientôt toi. pour se refaire une interview, Damien. À bientôt. À bientôt. Salut.